Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info avec 4 invités. Sidibé Issouf, il est du journal Notre Voix. John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso. Lassane Ouedraogo, lui, il est de Burkina Info. Et Karama Alassane de Sidoya. Donc, avec ces 4 invités, nous allons échanger autour de 3 sujets. Nous reviendrons sur la conférence de presse du CEFOP, le chef de file de l'opposition, qui a parlé lundi dernier de la corruption électorale. Il sera également en question du voyage des autorités burkinabées. Une délégation burkinabé conduite par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour échanger avec le président Alassane Dramane Ouattara. Les journalistes présents vont décrypter cette actualité et nous reviendrons sur la conférence de presse du ministre de la Justice pour parler de la justice. Au fait, l'opinion du citoyen burkinabé face à la justice burkinabé, nous en parlons dans cette émission. Nous commençons avec vous, John Karim Gadiaga. La corruption électorale, le chef de file de l'opposition, en a parlé à travers une conférence de presse où les principaux responsables de l'opposition politique burkinabé ont présenté aux journalistes des témoignages concernant, des témoignages sonores sur cette corruption électorale. Alors, en tant que journaliste, quelle appréciation? Quand on a vu ça, c'est regrettable que, après l'insurrection populaire et puis la transition qui a pris des textes pour lutter contre ce phénomène de corruption électorale-là, on soit toujours à cette situation où, effectivement, des acteurs de la politique s'adonnent à cette manœuvre. Du coup, on ne peut qu'être dessus, surtout que c'est le parti au pouvoir, en tout cas pour l'instant, qui est indexé dans cette pratique-là. Ça montre véritablement que ceux qui sont venus après l'insurrection et qui sont censés mettre en œuvre les sillons qui ont été tracés au cours de la transition pour finir avec en tout cas la majorité des problèmes qui ont créé des frustrations par le passé, ne sont pas prêts à suivre ces sillons-là. Et là, c'est assez grave, c'est regrettable. On ne peut pas être, on va pas revenir chaque jour dans une situation d'insurrection. Il faut quand même que les dirigeants qui arrivent après puissent être à même de respecter la volonté du peuple. Donc c'est une question de volonté politique, une question d'exemplarité. Et c'est cette exemplarité-là qui manque aujourd'hui. Ces dirigeants-là qui sont là n'ont pas compris peut-être, ou bien se disent que bon, voilà, on peut revenir sur les anciennes pratiques. Et là, véritablement, j'ai peur pour ce qui va suivre, parce que si on continue comme ça, ça veut dire quoi? Que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'on va arriver un jour encore à une situation où on va casser pour dire non, ce qui s'est fait ne nous plaît pas? Donc, il y a lieu véritablement de faire attention, dès à présent. En politique, on peut bien être exemplaire. Ce n'est pas forcément qu'il faut être... c'est vrai, il y a des manœuvres politiciennes, mais quand même, il faut respecter les gens à un moment donné, faire en sorte qu'effectivement, ce soit véritablement la volonté des gens qui puissent primer dans les instances publiques. Oui. Alors, justement, Alassane Karama, la question quand même se pose de façon tout à fait très intéressante et très importante, d'autant plus qu'il y a eu une loi, il y a eu un code électoral qui a été mis en place, il y a eu l'article 68 qui interdit ces pratiques. Même si certains disent que ça avait lieu sous l'ancien régime, on sait qu'en ce temps, il n'y avait pas une loi qui interdisait. Et maintenant, il y a une loi qui interdit. Pourquoi cette loi a été contournée par les hommes politiques, selon vous? Bon, c'est vrai que c'est déplorable, mais moi, j'aime toujours être réaliste. Je suis d'accord, hein, les lois existent. Les lois sont votées pour nous, pour que ça soit appliqué. Mais il faut quand même que, de façon générale, le contexte s'y prête. Parce que la corruption, n'oubliez pas, nos populations sont malheureusement habituées à ça depuis de longues années, où c'est très peu le programme qui convainc, mais c'est beaucoup plus peut-être celui qui a suffisamment de ressources, qui a la chance de mobiliser et qui a la chance, pourquoi pas, de gagner. Ça, on est malheureusement habitué à cela. Donc, c'est un processus. Moi, je me dis que si, au niveau justement de ces populations-là, parce qu'il y a l'offre, hein, quand on parle de corruption, il y a corrupteurs, mais il y a aussi corrompus. C'est parce qu'il y a des dispositions des gens qui sont là, qui n'attendent pratiquement que ça
pour peut-être décider de quoi. Bon, donc c'est déplorable. Mais c'est un processus, la loi existe déjà. Et pour moi, c'est un bon pas, c'est un pas donc de gagner. C'est vrai que ce que vous dites, oui, il y a un chef de village qui disait que si on vient leur donner des choses, eux, ils ne peuvent pas refuser. Mais est-ce que vous ne pouvez pas comprendre aussi que des politiciens disent non, nous on ne donne pas, on vient juste discuter avec vous pour que vous puissiez nous voter? Bon, jusque là au Burkina, ça n'a pas su convaincre. On a vu pas mal de gens qui ont essayé, mais je pense que, et même, j'ai lu, bon, peut-être que ce n'est pas encore sorti, mais d'ici là, les gens verront, une interview donc du CEFOR, qui regrette pratiquement de n'avoir pas associé suffisamment de gens financièrement au top, hein, et même des gens de vieux politiciens, en tout cas des politiciens de l'ancienne génération, au niveau donc de son parti. Aujourd'hui, c'est des regrets, parce qu'on le veuille ou non, nous sommes habitués à cela, c'est la pratique. Donc les populations s'attendent toujours, lorsqu'il s'agit en tout cas d'un politicien, ils vendent pratiquement leur voix, parce que bon, ils se disent que ça va profiter, in fine, aux politiques. Ils ne voient pas le politique comme quelqu'un qui doit contribuer justement à leur bonheur, mais ils voient le politique quelqu'un qui vient, qui a besoin de leur voix pour bénéficier d'une ascension socio-économique. Donc, naturellement, ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait quelque chose. Donc, s'il n'y a rien d'abord, c'est sûr que le prochain peut-être meeting, ce n'est pas évident que tu puisses rassembler les gens. Maintenant, je suis d'accord que l'éthique quand même s'impose à tout politicien digne de ce nom. Donc, c'est un processus. Pour le moment, personne ne veut en tout cas perdre. Il va falloir qu'on travaille justement à sensibiliser ces populations. Parce que pour moi, ce n'est pas simplement... Le politicien, lui, veut gagner. C'est ce qui l'importe. Mais c'est aux OSC de faire ce travail de fond pour que ces populations-là acceptent que c'est un message, c'est quelqu'un qui vient avec justement un programme et c'est sur cette base que je dois le voter et non pour donc ses intérêts et non pour son statut socio-économique. Mais malheureusement, c'est le cas. Donc, souffrons qu'il y ait cette difficulté justement d'appliquer cette loi avec toute la rigueur. Souffrons que des politiques, en tout cas, continuent de monnayer justement ces rencontres avec les populations-là pour les permettre justement donc de voter, de les voter. Oui, Lassana Ouedraogo, c'est vrai que ce code électoral voté par le CNT en 2015, on se rappelle, c'est le code pour lequel effectivement il y a eu trop de bagarres autour, c'est vrai. Il y avait vraiment des dispositions pour lesquelles les uns et les autres disaient il faut respecter les dispositions. Maintenant, on se rend compte que ce même code électoral est violé par les politiciens, mais personne ne s'en émeut. Alors, c'est vrai, vous venez de le dire, personne ne s'en émeut. Voilà, et je crois avoir entendu des anecdotes sur des anecdotes des politiques même, des hommes des politiciens, pardon, qui racontaient, disons, à propos des élections, écoutez, si on vous donne de l'argent pour aller voter un tel, prenez cet argent, et puis vous êtes seul dans votre urne, c'est à vous de décider quel homme choisir. Voilà, c'est des politiciens même qui disent aux populations. Maintenant, en ce qui concerne la loi qui a été votée par le CNT l'année dernière, je pense que ça doit être appliqué. C'est à ceux qui sont chargés de l'appliquer, de l'appliquer. Moi, je me pose des questions sur la sortie même du CIFOP. Parce que le CIFOP est sorti. Le parti qui est visé, c'est le MPP, le parti au pouvoir. On dit non, le MPP c'est porté complice de... Pardon, pas complice. A été justement... auteur de corruption électorale. Voilà, c'est l'opposition qui le dit. Est-ce que l'opposition est dans son rôle de dire ça? Parce que je sais que lors du scrutin de 2015, présidentiel et législatif, le RENLAC avait fait sortir un rapport où on indexait presque tous les grands partis. Le MPP, l'UPC, le CDP, la RDA. Jusqu'à présent, on ne sait pas où le rapport est rentré, qu'est-ce qui est fait après, qu'est-ce qui a été fait, justement. Et tout juste après les élections locales du 22 mai, le CIFOP qui sort sans même attendre un rapport du RENLAC ou des institutions habilitées à le faire et qui dénoncent une corruption en masse du MPP. Voilà, moi je me pose des questions. Est-ce que l'opposition politique était habilitée à
à indexer un tel parti? Est-ce que peut-être c'est pas par rapport au score puisque le MPP avec ses alliés ont presque tout ravagé par rapport à ces élections municipales de conseillers, le MPP, Oui, mais le NTD. ils ont justifié ça par le fait peut-être qu'ils n'ont pas eu le score qu'ils devaient avoir s'il n'y avait pas eu cette corruption électorale. Voilà, mais je pense que c'est pourquoi je dis, est-ce que le CFOP a habilité? C'est vrai que le CFOP est dans son rôle peut-être comment on appelle ça, d'indexer un tel parti, on est dans le jeu politique. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas attendre que des institutions habilitées, le RENLAC par exemple, sortent, fait un rapport et puis que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur? Voilà. Okay. Alors, Sidibé, c'est vrai, toujours la question, il faut la poser. Les gens ont demandé à ce que Blaise s'en aille parce que Blaise ne voulait pas respecter les textes, alors que les textes que nous mettons en place, on refuse de les respecter. Alors, comment expliquer cette situation? Bon, je pense que vous parlez des textes relatifs à la corruption électorale. Oui. Je pense que même les grandes institutions quand même de lutte contre la corruption ne se sont pas encore accordées sur une définition type de la corruption. Et je pense que ce que Karama a dit, c'est tout à fait le truc. En Afrique, par exemple, lorsque tu vas à la rencontre de quelqu'un, surtout que c'est des gens de campagne, quand tu arrives là-bas, naturellement, il faut, en partant, il faut laisser quelque chose. Il y a un homme politique qui m'a dit qu'on ne part pas au village, rencontrer les gens et puis se lever, taper ses fesses et puis partir. Il faut naturellement donner quelque chose pour peu que tu veux quand même être candidat à quelque chose. Encore plus qu'ici, on ne voit pas le candidat, ou du moins en tout cas celui qui peut demander les voix comme étant quelqu'un qui va venir développer, mais comme quelqu'un qui veut une ascension socio-économique. Donc du coup, c'est du donnant-donnant. Tu me donnes pour moi et je vous accorde ma voix. Au demeurant, comme vous l'avez dit, la corruption électorale, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je ne pense pas que ça dépend des hommes politiques. Un homme politique, tous les moyens sont bons pour lui pour quand même avoir la voix de l'électorat. C'est vrai, on va parler d'éthique, de quoi. Il faut savoir que c'est un domaine où l'éthique n'y est pas. Si tu veux être un homme vraiment éthique, d'honnêteté, il faut savoir que ce n'est pas en tout cas par les élections que tu pourras les remporter. Oui, mais on pensait que l'insurrection était venue quand même changer les mentalités des gens. L'insurrection, il faut que les Burkinabés arrêtent de penser que l'insurrection c'est un baromètre de l'honnêteté ou de l'éthique. C'est pas possible. L'insurrection a été seulement le fait de chasser Blaise Compaoré parce qu'il a voulu modifier l'article 37 pour se représenter. Point barre. C'est pas parce qu'il y avait la corruption, c'est pas parce qu'il y avait l'injustice. Les gens se sont lourdement trompés. Le débat, l'insurrection est intervenue sur un débat purement politique. Ni était la modification de l'article, ni était le sujet sur la modification de l'article 37. On n'en serait pas à l'insurrection. La preuve, les insurgés même qui sont venus nous diriger, nous ont montré même qu'ils sont encore pires que le régime de Blaise Compaoré. Ils sont arrivés à faire en une année ce que Blaise n'a jamais pu faire en 27 ans. Bon, ça c'est un autre débat, on peut toujours revenir. Revenons sur la corruption électorale. C'est tout le contraire de ce que Sidibé dit. L'insurrection est tout le contraire de ce que tu dis actuellement. La corruption électorale ne dépend pas forcément des hommes politiques, ça dépend aussi de la conscience citoyenne. Ça, il faut avoir une population qui a une conscience électorale. Et tant qu'on n'a pas cette population, on ne peut pas demander aux hommes politiques de ne pas utiliser les méthodes par lesquelles ils sont toujours arrivés à conquérir le pouvoir d'État. Et n'oubliez pas que durant les 27 ans, toutes les élections organisées ont été organisées pratiquement par les mêmes acteurs, dont Salif Diallo, Roch-Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré. Et c'est les mêmes méthodes. Ce n'est pas parce que Blaise est parti qu'il va changer, le change ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Ça, il faut se le dire. Mais justement, donc, quand je vous pose cette question, vous savez que... Vous avez parlé des lois et revenons sur les lois pour dire qu'il ne suffit pas de voter la loi. La meilleure manière aujourd'hui de limiter un peu la corruption électorale, c'est de plafonner les dépenses de campagne des partis politiques. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, voilà, chaque candidat, dans les grandes démocraties, c'est comme ça, là, les dépenses des campagnes sont plafonnées de telle sorte que tu ne peux pas utiliser l'argent comme tu veux. Et généralement, la corruption, c'est à la dernière minute, lorsqu'on se rend compte qu'il y a un problème dans cette localité, on déverse l'argent là-bas. Mais si on sait que vraiment dans votre campagne, tel parti, le MPP, vous devrez utiliser seulement 500 000 francs sur tout le territoire national, l'UPC 500 000 francs et tous les partis 500 000 francs, bon, si tu vas au-delà de cette dépense, ça veut dire que là, il y a un problème. Là, on paye maintenant un truc. Sinon, on ne peut pas aujourd'hui, sur quelle base aujourd'hui, parce que j'ai enlevé 10 000 francs donnés à un électeur, il faut aller me voter, on vient m'arrêter. Qui t'a dit que c'est une corruption? Je donne ça à quelqu'un. Il y a les textes qui le disent. Oui, on a adopté des textes pendant la transition qui définissent
définissent carrément ce que c'est que la corruption électorale et qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en période de campagne. Moi, je m'attendais à ce que les organisations de la société civile, qui sont quand même à cheval sur le respect des acquis de l'insurrection, soient les premières à être dans la rue pour dénoncer les partis politiques qui font la corruption électorale. Mais on dirait que ça ne les intéresse pas. Non, dans tous les cas, peut-être qu'ils vont venir par la suite, mais l'opposition qui le fait, c'est pas mal. L'opposition a exhibé des preuves. Effectivement, il appartient à l'opposition de faire en sorte que le processus suive son cours. Apporter ces preuves devant la justice, effectivement, puisqu'il y a des textes de loi qui interdisent les pratiques qu'on a constatées. Donc, du coup, on ne peut pas dire non. Il y a des textes qui définissent ce que c'est que la corruption électorale. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire non, donner 10 000 francs. Non, si on dit donner 10 000 francs, ce n'est pas bien en période de campagne. Effectivement, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce que peut-être quelqu'un d'autre ne se sent pas dans cette définition, mais il faut respecter les textes. Les textes ont été adoptés, ça a été adopté, c'est comme ça. Et donc, très bien, nous passons au second sujet avec Alassane Karama. C'est vrai, mardi dernier. J'aimerais quand même dire un petit mot par rapport à ce qui a été l'insurrection. Je pense que non. Sylvain a donné une définition qui est carrément le contraire de ce qu'a été l'insurrection. Donc, il faut rectifier ça quand même. Moi, je pense que la question de l'article 37 a été la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Il y avait des questions, d'autres questions. C'est autour de ces questions que les gens sont sortis. Si effectivement des questions comme la corruption, les questions comme la vie chère, les questions comme le chômage et autres, vous avez la preuve que ça a changé aujourd'hui. Étaient résolues, oui. Moi je ne pense pas que l'insurrection aurait eu le succès qu'elle a eu. L'article 37 n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Oui, mais vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Les gens sont sortis parce qu'ils avaient d'autres préoccupations, franchement. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un débat pour lequel, effectivement, il faudra prendre beaucoup d'heures pour essayer de trouver des solutions. Alors, carrément, nous passons donc au second sujet de cette émission avec le voyage à Abidjan d'une délégation burkinabé conduite par le président de l'Assemblée nationale, le Salif Diallo, qui a dit devant la presse, après son audience avec le président Alassane Dramane Ouattara, qu'ils sont venus prendre des conseils auprès d'un grand frère et surtout demander à la Côte d'Ivoire d'aider le Burkina pour la relance de notre économie. Alors, vous, en tant que journaliste, quelle a été votre réaction en suivant les propos du chef de délégation? Bon, moi, je ne suis pas surpris et c'est de toute façon dans la logique de ce que j'ai toujours défendu parce que je n'ai rien contre les procédures judiciaires et je suis pour que les procédures judiciaires dans la mesure du possible puissent suivre les cours, mais en même temps que la diplomatie puisse être mise à profit. Parce que qu'on le veuille ou non, ce sont quand même des intérêts entre deux pays qui sont en jeu. Au-delà des individus, ce sont des intérêts entre deux pays. Et stratégiquement, quand même, la Côte d'Ivoire, on ne va pas dire que nous, on apporte rien à la Côte d'Ivoire, mais aussi, il faut reconnaître quand même que la Côte d'Ivoire nous apporte beaucoup. Aujourd'hui, je n'irai pas pour donc parler de dépendance, non, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais d'abord, de prime abord, je veux dire, il faut toujours qu'avec les voisins, vous soyez en bon terme. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, économiquement aujourd'hui, énergétiquement, la Côte d'Ivoire, quand même, est un de nos partenaires assez importants. Et tout ce qui s'est passé sur le plan donc, judiciaire a quand même créé un sentiment de malaise donc, entre les deux pays, du point de vue diplomatique. Bon, pour moi, ça ne gêne pas du tout s'il y a la possibilité de remettre en tout cas ces relations-là au beau fixe, et pour que, en tout cas, ça puisse profiter in fine aux populations. Parce que, on va voir peut-être un Salif Diallo qui était porte-parole, qui est allé en Côte d'Ivoire, qui était donc émissaire du président du Faso. Mais au-delà, ce n'est pas Salif qui va bénéficier peut-être des retombées directes. Mais c'est quand même tout un pays. Nous avons nos populations qui sont donc en Côte d'Ivoire. Ce sont des millions, tout le monde le sait. Je pense que des climats un peu délétères entre les deux pays, on ne peut pas savoir où est-ce que ça peut conduire. Donc si on peut travailler à apaiser, c'est tout à fait de mon avis. C'est vrai qu'il y a des commentaires du genre pourquoi c'est Salif Diallo et autres. Mais moi aussi, j'ai bonne opinion sur la question. C'est que les émissaires vont au-delà des postes de responsabilité. Voilà, parce qu'un émissaire, il peut avoir un ministre des Affaires étrangères, mais un ministre peut-être qui n'occupe pas donc ce portefeuille peut avoir plus donc de poids ou en tout cas plus d'acquaintance avec la personne vers laquelle en tout cas la délégation doit être envoyée. Donc, pour moi, fondamentalement, au-delà donc des questions de séparation de pouvoir, moi c'est le Burkina, je retiens.
Donc, si c'est Salif qui était le mieux indiqué, que le président a estimé en tout cas mieux indiqué pour porter donc ce message, pour la relance même du traité d'amitié et de coopération. Tout le monde quand même se rappelle, autant en tout cas de Compaoré, il y avait des projets assez intéressants à ce niveau-là. Mais depuis la transition, bon, je sais que tous ces projets sont vraiment en léthargie. Si on peut travailler à les réchauffer, je pense que c'est tant mieux pour nos deux pays. Kafando n'est pas allé en Côte d'Ivoire. Si, il est allé, mais c'était pas... puisque bon, entre-temps, on parlait donc de même la tenue d'une session de ce traité d'amitié, mais qui n'a jamais eu lieu parce que, bon, vu les relations. Donc, sur moi, quand même, il est tout à fait de bonne loi qu'on puisse relancer cela au bénéfice donc des... Moi, vraiment, je ne vois pas les individus, mais c'est des pays, je vois. Les pays. Lasso, la même lecture? Oui, pratiquement. Voilà. Je pense qu'il faut aller au-delà de toutes ces considérations un peu... je dirais, on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui se sont enflammés. On a parlé un peu de la présence de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale, qui était à la tête de cette délégation. Les gens ne comprenaient pas. Je pense qu'il faut aller au-delà de toutes ces considérations. Ce qui prime, c'est que les relations entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, repartent sur de bonnes bases. Je crois que le traité d'amitié et de coopération a été signé en 2008 entre nos deux pays. Je crois qu'il y a une rencontre qui est prévue pour fin juillet. Fin juillet à Yamoussoukro, auquel doit prendre part le président du Faso et puis le gouvernement dans son ensemble. Et peut-être que la question qui devrait venir par rapport à cette présence burkinabé en Côte d'Ivoire, c'est un peu les dossiers judiciaires concernant le mandat d'arrêt. Il y a comme une certaine coïncidence entre la levée du mandat d'arrêt international contre la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Et puis après, on a parlé du mandat qui va être relancé, qui jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas encore relancé. Bon, peut-être qu'on se dit que voilà, c'est pour permettre à ces deux pays de relancer un peu la coopération de ces deux pays, ne pas un peu envenimer les choses. Déjà que les relations entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina n'étaient pas au beau fixe. C'est comme mon aîné l'a dit, Karama, entre deux voisins, c'est mieux de s'entendre que d'avoir toujours des relations un peu délétères. D'accord. Sidibé, c'est vrai que les relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est vrai, il y a très longtemps, les échanges économiques existent toujours sans problème, mais on a l'impression que le point de fixation au niveau de l'opinion nationale, c'est la présence de Blaise Compaoré à Abidjan et le fait qu'il y a eu ces mandats d'arrêt pour beaucoup de Burkinabés dans l'opinion, c'est que peut-être les autorités ivoiriennes sont très proches de l'ex-président Blaise Compaoré. Donc c'est pour ça peut-être certains voyaient mal cette visite en Côte d'Ivoire. Non, personne ne voit ça mal. Mais il y a beaucoup de commentaires. Et bon, c'est des commentaires stériles. Vous savez, nous les Burkinabés, souvent on est trop habitués maintenant à voir le diable là où il n'existe même plus. Pourquoi c'est Salif, pourquoi Guillaume Soro n'a pas accueilli Salif, est-ce que c'est pas pour lever les mandats d'arrêt? Bon, Guillaume Soro, c'est pas quand même un vulgaire délinquant qu'il faut aller prendre en Côte d'Ivoire. Quand même, c'est une des personnalités de la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, les gens disent qu'il faut dissocier la personnalité du président de l'Assemblée nationale à Guillaume Soro. On ne peut pas dissocier quelque chose qui n'est pas dissociable. Il est président de l'Assemblée nationale et à ce titre, il est Guillaume Soro aussi. Donc son nom c'est Guillaume Soro, il est président de l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il faut dissocier cette personnalité et qu'on a besoin d'un individu. Et c'est d'un individu on a besoin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire tout entière. Je m'inscris en faux contre cette vision. Donc pour revenir à votre question, on ne peut pas. Moi je pense qu'il ne faut pas voir le diable. C'est tout à fait normal qu'entre deux États, surtout la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'il y ait de bonnes relations pour quand même relancer les choses économiquement parlant. Et il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas notre intérêt, quoi qu'on dise. Hein, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Nous aussi, on a besoin, mais nous, on a plus besoin de la Côte d'Ivoire qu'elle en a besoin de nous. Quoi qu'on dise, Alassane, c'est quelqu'un quand même qui a un carnet d'adresses très fourni, qui peut nous aider sur beaucoup de plans, et il ne faut pas le négliger. Il n'y a rien de, de mal à aller demander quand même à quelqu'un quand même qui s'y connaît dans beaucoup de questions, qui a beaucoup de relations, à venir nous aider. Les gens vont dire non, nous les Burkinabés, il faut le patriotisme, il faut qu'on soit intègre, ça ne nous apportera nulle part. C'est ça que je vous l'ai dit. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que le président du Faso envoie quand même une délégation de haut niveau, son président de l'Assemblée nationale. Les gens parlent de séparation de pouvoir, qu'il y a un problème. À partir de l'extérieur, il n'y a plus
de séparation de pouvoir. Nous défendons tous à l'extérieur les intérêts du pays. Ils pouvaient envoyer les CEFOB, les chefs de file de l'opposition, quand bien même qu'ils n'ont même pas les mêmes politiques à l'intérieur, mais les CEFOB, quand il va à l'extérieur, ils défendent les intérêts du peuple burkinabé et non lui, l'intérêt de son parti. Donc, il faut avoir une vision très large. Il ne faut pas que les puristes du droit disent que, bon, il fallait, comme tu dis, la séparation du pouvoir, il fallait envoyer seulement l'exécutif et que l'Assemblée nationale, le Parlement qui doit contrôler l'action du gouvernement ne devrait pas s'y mêler. Mais j'ai dit c'est faux. Il n'y a pas une loi qui dit qu'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas aller négocier quelque chose pour le pays. Il n'y a pas une loi qui l'interdit. Voilà, donc simplement pour ceux qui sont au pouvoir au Burkina Faso sont des sociodémocrates. Et ils ont battu les libéraux, si je peux le dire, parce que Zéphirin, c'est un libéral. Et finalement, Alassane Dramane Ouattara aussi est un libéral. Ils vont demander auprès des libéraux conseil, alors que le peuple burkinabé a rejeté au moins les libéraux pour confier sa destinée à des sociodémocrates. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe quelque part? Je pense que les doctrines là, je pense que tout ce qu'il y a comme doctrine. Dans un État, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Au Burkina Faso, je ne crois pas que ceux qui ont voté le président Roch, c'est sur la base justement du fait qu'il soit sociodémocrate. Non, ça je ne suis pas. Je crois que le Burkina veut savoir qui peut l'aider à se soigner, qui peut permettre à lui-même ou peut-être à son enfant d'avoir un emploi. Je pense que ce sont les questions que le Burkinabé se pose. Maintenant, il est dans de tel ou tel bord, ce n'est pas le plus important. Donc si Alassane peut nous aider, par exemple, à avoir, parce que nous aussi, je crois que nous prévoyons organiser genre une table, en tout cas de bailleurs de fonds, par rapport à tout ce que nous avons comme programme de développement. Mais s'il peut nous aider, pourquoi pas, c'est que ça marche bien en termes de retombées, mais c'est tant mieux. Il soit libéral, il soit même communiste. C'est pas ça le plus important. Carrément, est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'au Burkina Faso, on entend souvent parler non, nous sommes contre les alliances contre nature. Bon, peut-être que ça veut dire que les Burkinabés sont beaucoup à cheval aussi sur les idéologies. En politique, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'alliance contre nature, parce que tout dépend en fait à un instant T des intérêts du moment, des enjeux du moment. Et dans la vie même humaine, c'est cela. Aujourd'hui, c'est que même on se donne comme interdit. Demain, on peut se retrouver en train de le faire vu les circonstances. Donc, on ne peut pas. John Karim Gadiaga sur cette question, Oui, c'est cette actualité, je pense que c'est le dénouement, le relâchement d'un bras de fer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné ce bras de fer, pendant que le Burkina perd lâchement. Le Burkina a perdu parce que effectivement, il ne pouvait pas être autrement. Et il faut faire preuve de réalisme. Qu'est-ce que le Burkina perd dans tout ça? Le Burkina a perdu sur les questions de justice. Parce que pour arriver à ce dénouement, il a fallu quand même laisser tomber des questions de justice, des mandats d'arrêt, des personnes qui étaient visées. On a compris toute la manœuvre qui a été organisée pour pouvoir aboutir à ces retrouvailles à Abidjan. Effectivement, il fallait aller montrer patte blanche. Voilà, les dossiers qui frustrent, voilà, on les a tous gommés. Et voilà, on s'en fout de la justice au Burkina, pourvu qu'on puisse s'entendre. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que le Burkina pouvait faire autrement? Moi, je pense que non, parce que, comme je le disais, c'était un bras de fer. Et la Côte d'Ivoire a remporté parce que le Burkina dépend aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sur beaucoup de plans. Sur le plan de l'économie, sur le plan du port, sur le plan du train, sur le plan énergétique et tout ça. Donc, du coup, il y a aussi cette question de table ronde des bailleurs de fonds qui doit être organisée. On connaît le carnet d'adresse d'Alassane Ouattara. Donc, du coup, quand il ne donne pas son aval quelque part, ça devient difficile. Donc, le régime actuel s'est rendu compte qu'au lieu de se livrer à une bagarre contre la Côte d'Ivoire, ça va être difficile parce qu'il a besoin de rassurer à l'interne. Il y a les populations qui attendent le régime sur les questions de développement économique et social. Alors que, bon, économiquement, nous dépendons beaucoup de la Côte d'Ivoire. Et pour organiser cette table ronde des bailleurs de fonds, il faut passer par la Côte d'Ivoire, qui va introduire peut-être le président du Burkina à certains niveaux. Donc, du coup, tout ça là sont des choses qui font que le Burkina a besoin de négocier avec la Côte d'Ivoire actuellement. Voilà en quoi nous avons perdu le bras de fer. Nous sommes obligés de sacrifier les questions de justice pour pouvoir être avec un ami. Je vous pose une question. Voilà comment on perd lâchement. Vous avez dit que le Burkina a perdu lâchement. Vous serez à la place de Roch Marc. Je vais dans votre argumentaire. Vous serez à la place de Roch Marc. Vous auriez choisi quoi?
La justice ou les questions de développement? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Non, répondez. Non, par réalisme. Non, je réponds. Par réalisme. Non. Et même que quand on dit qu'on a perdu, sur le plan judiciaire, à part le cas de Guillaume Soro, et même pour moi, de toute façon, Guillaume Soro n'est pas l'acteur principal du push au Burkina. Les acteurs principaux du push sont censés être, en tout cas, dans nos prisons. C'est d'une certaine façon. Non. Donc, je suis d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Vous étiez pessimiste sur le fait que Guillaume Soro soit. Non, c'est clair. Ça, sur ce plan-là, moi, je préfère être réaliste que de rentrer dans des débats sérieux. Parce que quand on parle de on a perdu, qu'est-ce que véritablement la présence de Guillaume Soro, par exemple, supposons si le procès devrait avoir lieu, qu'est-ce que véritablement la présence de Guillaume Soro allait changer fondamentalement dans la conduite de ce procès? Et au Burkina Faso, qu'est-ce que cela allait faire absolue. Qu'est-ce que cela allait apporter? Mais nous avons perdu le bras de fer. Que Guillaume Soro puisse venir témoigner là, ça va apporter quoi au Burkina? Juste satisfaire les curiosités pour dire non, on est tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand vous voulez justement dire qu'on a perdu jusqu'à ce niveau, moi, je ne vois pas véritablement. Absolu, mais le bras de fer. Nous avons perdu le bras de fer. Voilà, il y avait un bras de fer. Il faut être réaliste. Non, il m'a posé une question. Il n'y a pas eu de bras de fer entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sur ce dossier. Guillaume Soro est là-bas. Vous avez lancé un mandat d'arrêt. Interpol a refusé d'exécuter. Et pourquoi les rencontres sur le traité d'amitié et de coopération sont restées bloquées jusqu'au jour? Combien de ministres qu'on a arrêtés, qu'on a des problèmes même pour juger? Et puis vous voulez avoir d'autres personnalités. Combien de gens, combien de dossiers qui sont pendant au Burkina Faso? Le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo. Vous ne pouvez même pas juger les petits dossiers qui sont dans votre propre pays. C'est d'autres personnalités que vous voulez aller arrêter pour venir juger. Quand même, soyez réalistes. D'accord, c'est vrai que nous n'avons plus beaucoup de temps. On n'a qu'une dizaine de minutes. Alors, Dasso, avec vous, c'est vrai qu'on va revenir sur les questions de justice au Burkina Faso. De façon générale, on a l'impression que les citoyens burkinabés a mal à sa justice. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce type de fait? Voilà, et les dernières évolutions, peut-être des décisions de justice, je vais parler un peu de la libération de Edi Kombolgo, président du CDP. Alors les gens se sont demandé pourquoi le libérer, parce qu'il n'y a pas eu d'explication concernant cette décision de justice. On a dit qu'il a été remis en liberté provisoire. Voilà, parce que normalement il n'y a rien, bon, on le laisse, il est en liberté provisoire. Et puis après, bon, s'il y a d'autres actions de justice, il est toujours, comment on appelle ça, à la disposition de la justice. Mais les Burkinabés n'arrivent pas à comprendre parce que quoi, on a des petits prisonniers, comme on peut le dire, qui sont pas, voilà, qui sont dans nos hôpitaux, qui sont malades, qui sont peut-être à la traîne, on ne s'occupe pas d'eux, ils ne peuvent pas bénéficier même d'une remise en liberté. Pourquoi ces hauts cadres du pays, chaque fois que quand il s'agit d'eux, c'est plus facile pour eux d'obtenir la liberté provisoire. Alors, je me réfère un peu peut-être à la liberté provisoire de Ousmane Guiro, l'ancien directeur général des douanes, qui a été libéré parce qu'il était malade, supposé malade, et dès qu'il est sorti, il allait battre campagne pour devenir conseiller municipal de son village. Alors, ce sont ces gens de... Mais là, on nous dit que la liberté provisoire n'est pas forcément liée à la maladie. Parce que généralement, on nous dit, bon, comme on dit... Je crois que le ministre de la Justice, lors de son point de presse, l'a dit que... Certains ont présenté. Voilà, certains ont présenté. Mais pourquoi chaque fois quand il s'agit d'eux, c'est toujours... parce que c'est maladie. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi les petits voleurs n'arrivent pas à obtenir la remise, la liberté provisoire. Et qu'il s'agit des grands... Il faudra aussi comprendre quelque chose. Parce que c'était le niveau. Parce que quand la personne n'est pas jugée, elle est encore en préventive. C'est la préventive, si on peut appeler ça comme cela. Ça veut dire tout simplement que le juge est en train de mener son instruction. On a l'habitude d'entendre que quand le juge a fini son instruction... Coupissent dans nos prisons, en garde à vue. Ils font plus de 72 heures. Ils font plus de 72 heures dans les prisons, dans les geôles de la gendarmerie, de la police nationale. Si on les libère, la justice peut les retrouver demain. Il y a plein de cas de grands commis de l'État qu'on a libérés. Après, on ne parle même plus d'eux. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va faire le procès. On va les récupérer, les remettre en prison avant de les juger. Il n'y a pas de communication dessus. En fin d'année. D'accord, Karama. Oui, je pense que c'est vrai qu'avant, on peut même remonter à l'histoire, cette crise déjà qui existait entre la justice et puis les justiciables. Il y a ça. Et ensuite, il y a aussi cette faible culture judiciaire. Moi, je ne prendrais même pas la population lambda, même ceux qui sont les intellectuels entre griffes,
il y a beaucoup qui ne connaissent pas grand-chose de la procédure judiciaire. La procédure judiciaire, c'est ça. Donc, si bien que, bon, on fait des... Parce que moi, je vais prendre un exemple. C'est peut-être qu'aujourd'hui, on parle de politique. Sinon, je sais que, par exemple, dans le domaine de la lutte contre l'excision, les condamnations à sursis, par exemple. Parce que, bon, les juges sont souvent contraints, vu l'âge donc des praticiennes, vu leur état, bon, c'est difficile de les condamner à des prisons d'emprisonnement et à justement des peines d'emprisonnement, de peur même qu'elles ne décèdent en prison et ainsi de suite. Donc, c'est souvent des condamnations à sursis. Mais les populations n'ont jamais compris. Parce que dès que cette personne revient au village, on dit, ah voilà, la personne n'a pas été condamnée, donc l'excision est autorisée. Donc, pour dire que ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un problème nouveau, aujourd'hui, c'est vrai, on parle d'un problème politique. Mais en même temps, ce qu'on oublie souvent, les gens, il y a des gens qui sont à un certain niveau. Ceux qui sont à un certain niveau ont la chance souvent d'avoir des avocats. Des avocats qui vont profiter de tout ce qu'il y a. Je ne vais pas parler donc de failles, mais comme possibilité pour eux de sortir de prison. Même dans les grands pays, on les voit. Ceux qui sont riches, ils ne font pratiquement jamais la prison. Donc on les condamne, c'est liberté sous caution, ils payent, hein, ils prennent les vrais avocats, en tout cas les bons avocats, ils payent et puis les dehors. Donc c'est encore, même là-bas, dans ces grandes démocraties dont on parle là, c'est encore les plus petits, les petits délinquants qui sont obligés de rester en prison. Donc c'est ça la réalité. Donc il faut qu'on ramène ça à notre réalité. Donc les gens ne comprennent pas ça, c'est vrai. Peut-être qu'il faut améliorer la communication à travers les audiences foraines qu'ils organisent, que les magistrats, le ministère de la Justice organise parfois. Peut-être qu'il faut poursuivre cela pour que les gens puissent comprendre. Mais je pense que les praticiens même du droit même ne comprennent pas les lois. Sinon, aujourd'hui, on dit que c'est la préventive, comme l'a dit Ludo, c'est l'exception. Sinon, ces gens-là ne devraient jamais même être en prison. Parce qu'ils ne sont pas censés... Oui. Donc, la justice de nous dire que en matière pénale, la prison là, c'est l'exception. Sinon, la règle, c'est la liberté. C'est la liberté. Comment comprendre que, par rapport à la décision d'annulation des mandats d'arrêt internationaux, le même jour, il y a deux décisions qui sont prononcées. Bon, pas deux décisions qui sont prononcées. Une décision qui est prononcée le matin, une décision de rejet. Et puis après, ce qui est écrit dans le primitif, c'est une autre décision. Voilà. Non, on ne connaît pas. C'est du sabotage. On va venir à Ngadiaga, oui, rapidement. Donc, ça a été répercuté. Les gens comprennent, les populations ne comprennent pas. pas. Les journalistes ont eu cette information pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense que la question de la justice a toujours été un problème au Burkina. Cette question a même été l'une des questions fondamentales, en tout cas à la base des frustrations qui ont provoqué l'insurrection populaire. C'est pourquoi, pendant la transition, on s'est réunis, il y a eu les états généraux de la justice, pour effectivement trouver un nouveau chemin par rapport à la justice. Les questions de la justice restent inaccessibles. Les gens ne comprennent pas. C'est une question de lettrés. C'est inaccessible de façon physique. Déjà, il n'y a pas de tribunaux dans toutes les provinces, hein, dans toutes les localités où les gens ont besoin de tribunaux. Ensuite, il y a la question de procédure qui reste très compliquée, complexe. Il y a la question des moyens financiers. Il y a la question même de lois. Les lois qui sont adoptées pour faire justice sont pratiquement déséquilibrées. Donc toutes ces questions ne sont pas comprises par la population. Donc comment faire? Ensuite, il y a le fait que cette justice-là aussi ne communique pas suffisamment pour faire comprendre aux gens ce qui se passe. Par exemple, tout de suite, il y a eu la manifestation la dernière fois devant le palais de justice. Je pense que si les gens comprenaient véritablement ce qui se passe au sein de la justice, ils ne seraient pas allés devant le palais de la justice pour manifester. Parce que ce n'est pas là-bas que le problème se trouve. Les juridictions sont séparées. La haute cour de justice n'a rien à voir avec le palais de justice, la justice ordinaire où on condamne les citoyens lambda. La haute cour est constituée de 9 juges parlementaires, 6 juges parlementaires et de 3 juges magistrats. Donc, ce sont ces juges-là seulement qui connaissent les questions liées au ministre, en tout cas au président d'institution et autres là. Voilà. Ce que vous dites là, ça n'explique pas le fait qu'on ait trop politisé la question de la justice. La question militaire, une question émotionnelle. N'a rien à voir avec le citoyen lambda. Donc, du coup, quand on va manifester devant le palais de justice, ça veut dire que si c'est pour les questions de libération
liées au putsch, ça veut dire qu'on s'est trompé des juridictions déjà. Donc, les gens ne comprennent pas. Et c'est pourquoi, pendant les États généraux, on a adopté le pacte pour le renouveau de la justice. Pour, en plus, en fait, du principe de la séparation des pouvoirs qui doit permettre à la justice d'être véritablement indépendante, de bien travailler. Mais ces questions, il ne suffit pas d'adopter ces lois. Il faut les mettre en œuvre. Et ça fait partie des sillons qui ont été tracés par la transition. Et c'est le pouvoir, le régime actuel, qui devait poursuivre en endossant ces sillons-là et en faisant en sorte que ça soit mis en œuvre. Mais malheureusement, ce pouvoir-là nous a montré qu'il n'était pas prêt à suivre les sillons. Donc la preuve, quand il est arrivé, il a commencé à diaboliser la transition, à dénigrer tous les actes qui ont été pris par la transition pour pouvoir se trouver un autre chemin. Et du coup, on se retrouve avec les mêmes problèmes de la justice. Sinon, le pacte pour le renouveau de la justice qui a été adopté, je vous le recommande, il faut aller le lire. C'est une sorte de Bible. Si on arrivait à appliquer ce pacte-là, moi je pense que même les questions de justice privée, d'intolérance, de désagrégation, d'incivisme dont on parle aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais les gens refusent de mettre en œuvre les sillons qui ont été tracés sous la transition. Ça, du coup, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Alors qu'on avait résolu les problèmes. C'est comme s'il faut revenir encore à une insurrection. Non, mais je ne comprends pas. Alors, Sidibé, est-ce que le vrai problème aussi qui se pose, c'est qu'au Burkina, peut-être on lie trop les questions de justice à la prison. Quand quelqu'un a justice, forcément, il faut l'embastiller, il faut l'enfermer. Bon, sinon, la liberté provisoire existe dans l'architecture judiciaire du Burkina. Donc, normalement, quand quelqu'un bénéficie de la liberté provisoire, ça ne doit pas poser de problème. Oui, c'est toujours ça le problème. Et quand j'écoute M. Gadiaga, c'est comme si aujourd'hui la justice a un sérieux problème. Il n'y a pas de problème, c'est les gens seulement qui ne comprennent pas les décisions de justice. Il faut que les gens s'approchent des décisions de justice pour comprendre. Lorsqu'on donne une liberté provisoire, par exemple, à un détenu, je ne vois pas de problème. Je ne vois pas de problème. On n'a jamais dit qu'il est libre définitivement quand même. Et puis en plus, les gens sont détenus contre leur gré là-bas puisque leur détention même est dépassée depuis longtemps. Donc ça c'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le juge peut décider, bon, comme la détention, on peut le libérer en attendant. Il ne va pas le faire. Donc quelque part, on est en train de créer petit à petit des tribunaux populaires où chaque citoyen est juge lui-même parce qu'il se substitue au juge pour dire que bon, ce que le juge a fait, ça c'est pas bon, ça c'est bon, quand même. Il y a le parquet, le ministère public qui est là, qui représente tous les citoyens. Il peut s'auto-saisir de certaines décisions pour faire appel. Et je pense qu'il a fait dans le cas Guiro. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi chaque fois quand il y a une décision de justice là, on dit soit les juges ils sont corrompus, soit c'est rentré, c'est sorti ici. Pourquoi un citoyen lambda, il va en train de commenter les décisions de justice comme s'il s'y connaît quelque chose. Tout de suite, j'entendais lui parler qu'il y a les petits délinquants. Il n'y a pas de petits délinquants, de grands délinquants. Un délinquant, c'est un délinquant. Un détenu, c'est un détenu. J'appelle une catégorisation des délinquants. Quand tu commets une faute, tu es condamné en fonction de la faute. On n'a jamais dit que bon, comme toi tu es petit délinquant. Non, c'est en fonction de la faute, la peine est prononcée. Donc, je ne pense pas. Le problème, c'est que justement, la justice ne communique pas pour expliquer ces gens. J'ai parlé tantôt du fait que ce n'était pas devant le palais de justice que les gens devaient manifester. Vous voulez que la justice sorte pour vous demander, dire pourquoi elle a la libéré, donner une liberté provisoire à quelqu'un. L'Assemblée nationale qui a sa cellule, son service de communication qui explique effectivement tout ce qui se passe à l'Assemblée. On devait avoir une cellule, un service de communication du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui, qui devait expliquer en tout temps. Donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'on doit expliquer par exemple? Dire aux gens qu'aujourd'hui, ce n'est pas les magistrats qui sont au palais de justice qui jugent les questions liées au putsch. C'est la justice militaire. Non, si c'est ça, voilà. Si c'est ça, ne revient pas sur ce qu'eux-mêmes ils savent déjà. Les gens ne comprennent pas. Vous avez vu, aujourd'hui, les gens se sont désengagés de la justice. Les pauvres se sont créés pour faire la justice à part. Laurent Poda, si je me trompe, si je m'abuse, a déjà fait une sortie médiatique où il a expliqué pourquoi ils ont interpellé l'avocat, l'ancien bâtonnier, voilà. C'est des actions qu'on demande. Voilà, s'il y a quelque chose, il faut que le citoyen soit informé. D'accord, je suis d'accord pour une communication, mais je reste convaincu que même malgré les efforts-là, ce n'est pas tout le monde qui pourra comprendre. Même nous qui avons eu la chance peut-être de suivre quelques notions, donc sur les procédures judiciaires, ce n'est pas évident.
Donc, non, je suis d'accord. Hein, pour cette réforme, eux-mêmes, ils sont conscients. Je pense qu'ils sont conscients donc, de ce manque de communication. D'accord, Karama, nous sommes donc au terme de cette émission sans langue de bois. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous pour nous avoir suivis.